Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samaki. Mais qu'est-ce qu'un schéma précoce inadapté et comment ça se forme? Eh bien, aujourd'hui, on va avancer dans notre réflexion et puis dans le fait que je vous apporte des éléments, que vous puissiez comprendre toutes ces choses et surtout mieux vous comprendre. Dernièrement, au dernier épisode, je vous disais qu'un attachement sécure se forme quand l'adulte référent, la figure d'attachement référente, répond suffisamment bien aux besoins physiques, mais surtout aux besoins psycho-affectifs de son enfant, de l'enfant. Et donc, un psychologue qu'on appelle Jeffrey Young, psychologue américain, a développé ce qu'on appelle la thérapie des schémas et plus précisément la théorie des schémas précoces inadaptés. Il a mis en évidence 5 grandes familles de besoins psycho-affectifs. Et je vais vous les citer, mais sachez que je dédierai des épisodes à chaque besoin psycho-affectif. Alors aujourd'hui, je vais juste vous les citer. Je serai concise et les prochaines fois, je serai plus explicite. Premier grand besoin psycho-affectif, besoin de sécurité et de stabilité. Deuxième, bon, ce n'est pas chronologique, hein. Je vous donne la liste, il n'y a pas de chronologie, quoique quand même, le besoin de sécurité et de stabilité, c'est la base en fait du développement. Donc lui, on peut le mettre en premier. Les autres qui vont suivre, il n'y a pas de hiérarchie particulière. Et ensuite, besoin d'autonomie et de compétence, le besoin d'expression de soi, c'est-à-dire d'exprimer ses pensées, ses besoins, ses émotions, le besoin de spontanéité et de jeu, et pour finir, le besoin de cadre et de limite. Et plus notre attachement est sécure, moins on développe des schémas précoces inadaptés. Par contre, plus on est insécure, plus on développe des schémas précoces inadaptés. Et il faut quand même savoir qu'en général, on a tous plus ou moins des schémas précoces inadaptés. C'est qu'ils seront plus ou moins ancrés, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas au moins un schéma. C'est que parfois ils seront pas trop ancrés parce que bon, les événements de vie, les expériences précoces auront été suffisamment bonnes et donc ça n'aura pas créé des choses trop ancrées profondément et qui seront plus facilement résorbables, si je peux dire ça comme ça. Alors, au cœur de notre difficulté à nous attacher, quand il y a attachement insécure, à nous attacher sereinement, se trouvent ces fameux schémas précoces inadaptés qui se forment. Donc, vous voyez le lien entre attachement insécure et schéma précoce inadapté. Donc, je reprends la définition. Qu'est-ce qu'un schéma précoce inadapté? Ce sont des croyances profondes qu'on aura sur nous et sur les autres, qui auront été formées dans notre enfance, notre adolescence aussi, et qui vont influencer nos relations et pourront nous faire souffrir à l'âge adulte, nous mettre en difficulté à l'âge adulte et aussi nous amener à faire du mal aux autres. Pas forcément volontairement, mais quand même avoir des conséquences nocives dans nos relations. Un schéma est constitué de pensées, de souvenirs et d'émotions et également de sensations corporelles. C'est-à-dire que ça va s'ancrer dans notre corps. On n'oublie pas que nous sommes une entité, corps, âme, esprit. Et ces schémas-là vont influencer nos comportements relationnels particulièrement. Je tente encore de reformuler, d'ajouter des éléments parce que je veux que vous compreniez le principe. Si vous n'avez pas compris ça, ce sera plus difficile pour la suite. Les schémas précoces inadaptés vont influencer la façon dont une personne va se
va percevoir son monde, va percevoir le monde. Elle sera persuadée que ce qu'elle perçoit, c'est la vérité, mais ce sera sa vérité. Ça va influencer la façon dont elle se perçoit, elle, et la façon dont elle interagit avec les autres. La personne va voir la vie à travers, on va prendre cette image, à travers les lunettes de ces schémas. Et qui sont finalement des perceptions inadaptées. Et ça va pousser cette personne, à travers cette perception inadaptée, par rapport à ces lunettes-là qui sont pas adaptées, ça va la pousser à avoir des comportements dysfonctionnels, c'est-à-dire également inadaptés. Pour ne pas répéter, on va rester sur le dysfonctionnel, comportement dysfonctionnel dans les relations, dans la relation à soi, mais la relation aux autres. Et en tant que chrétien, ça a aussi une incidence sur notre relation avec Dieu. Parce que les études montrent que plus notre attachement est sécure, plus on a une relation sécure avec Dieu. On lui fait plus facilement confiance. À l'inverse, plus notre attachement est insécure, moins on est sécure dans notre relation avec Dieu. Ça influence ça également, d'où l'importance de faire un travail sur soi. Et je pense que vous allez pouvoir faire le lien. Une fois qu'on va avancer, je pense que même là, avec ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, il y a moyen que vous voyez déjà un peu votre relation avec Dieu et le lien qu'il y a avec notre style d'attachement. Je donne des exemples de pensées qu'on va avoir qui sont liées à des schémas précoces inadaptés. Par exemple, on va toujours m'abandonner, je ne serai jamais à la hauteur, je ne peux pas faire face seule à mes difficultés, des choses comme ça. Qui seront là plus ou moins consciemment parce que des fois on n'a pas toujours accès à ces pensées-là, mais qui sont quand même des croyances profondes qui sont là quelque part et qui vont dicter notre existence. Parce que même si on n'en a pas conscience, ils sont là et ils dictent vraiment notre existence. D'où l'intérêt d'aller chercher, de les conscientiser, de les identifier pour les travailler. Mais là, j'avance peut-être un peu trop sur la suite des épisodes. Et ces pensées-là, ces croyances profondes, donc les schémas, comme les exemples que je viens de vous donner, vont émerger pendant notre enfance, notre adolescence, et vont être associés à des souvenirs qui nous ont laissé penser ça. Parce que si on commence à penser ça, c'est parce qu'on a vécu des choses qui nous ont laissé penser cela. Et je vous laisse faire le lien avec les différents styles d'attachement quand je vous donnais les exemples, enfin l'origine des styles d'attachement et ce que l'enfant peut commencer à penser par rapport à son vécu. À ces souvenirs-là seront attachées des émotions, parce qu'en général, les émotions sont liées à nos pensées, à nos souvenirs, qui seront aussi liées à des sensations dans notre corps, des traces dans notre corps. Par exemple, le cœur qui va se serrer, le dos qui est contracté. Des fois, on n'est pas conscient de ça, mais toutes ces choses-là vont laisser des traces, pas seulement dans notre psychisme, mais également dans notre corps. Et l'idée, c'est que, et c'est ça vraiment les schémas, c'est qu'à chaque fois qu'on va vivre dans le présent, c'est-à-dire dans notre vie là, réelle, des situations qui nous donnent l'impression de revivre quelque chose du passé, donc ça peut être des situations, mais ça peut être aussi des personnes, des lieux. Donc ce sera ce qu'on appelle des déclencheurs. Donc, il y aura des choses, des personnes, des lieux, des situations qui vont venir nous faire penser à notre cerveau et à notre corps que ce qui se vit là, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Je vais vous expliquer. Mais comme le cerveau, il va pas faire la distinction, il va faire les raccourcis rapidement et ce déclencheur va nous conduire à avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, se rattacher aux souvenirs, aux choses passées et créer des sensations dans notre corps, généralement les mêmes qu'on a eues à l'époque, quand on a vécu, on a vécu ce qui a créé les schémas. Et par rapport à ça, on va déclencher des comportements qui, eux, seront
dysfonctionnel. Tout à l'heure, je serai plus explicite en vous donnant un exemple. Donc, restez là, ne partez pas. Je vous explique un peu mieux tout à l'heure. Et puis, au cours de la série, là, tout ça va s'embriquer. Prenez le temps. Si vous ne comprenez pas encore, restez. On avance tout doucement. On est en train de dénouer les nœuds, ou encore, on peut dire, en train de dénouer et en même temps de tisser. Donc, on prend le temps. Comprenons d'abord comment se forment les schémas précoces inadaptés. Premièrement, ce sera quand les besoins, vous voyez les 5 besoins, les 5 grandes familles de besoins que je vous ai citées, c'est quand ils ne seront pas satisfaits. Il y aura frustration des besoins, c'est-à-dire que l'environnement ne va pas répondre à nos besoins ou vraiment pas assez. Et donc là, ça peut conduire à la formation de schémas précoces inadaptés. Mais l'excès de satisfaction des besoins, de certains besoins notamment, peut aussi conduire à la formation de schémas. Donc ce n'est pas seulement le pas assez, mais parfois c'est le trop qui peut conduire à la formation des schémas. Il y a aussi plus largement le fait d'avoir vécu des psychotraumatismes, mais en réalité, le trop, voire le pas assez dans la satisfaction des besoins sont déjà des psychotraumatismes. Je n'aurai pas le temps de bien vous expliquer la distinction, mais ça reste des traumatismes complexes. Ça laisse des traces durables dans notre fonctionnement. Mais il peut y avoir des événements dans notre vie qui seront uniques et qui vont aussi avoir un effet d'une bombe dans notre vie et nous conduire à développer des schémas précoces inadaptés. Et puis, il y a la dernière possibilité de formation des schémas précoces inadaptés. C'est vraiment une forme d'identification. C'est-à-dire, on peut faire très simple. Mon parent a tel schéma, à force de le voir fonctionner dans ce schéma-là, moi aussi je l'intériorise et je développe le même schéma. Et là, ça fait vraiment appel au côté transgénérationnel. Même si dans les autres points de frustration des besoins ou bien réponse excessive aux besoins, il y a du transgénérationnel parce que des fois on fait comme ça par rapport à notre histoire. Des fois, pour ne pas dire tout le temps. Alors, cette approche des schémas, pour moi, elle est beaucoup plus complète que celle des 5 blessures de l'enfance. Parce que parfois, certaines personnes ne vont pas se retrouver dans les 5 blessures, c'est-à-dire la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Cette théorie-là des 5 blessures met l'accent surtout sur certains manquements manifestes de l'environnement. J'insiste sur le manifeste. Et ces manquements-là ont par conséquent des effets nocifs qu'on ne peut nier. Donc je reviens sur le manifeste, c'est tellement gros que on reconnaît directement que c'est l'environnement, il y a eu blessure et ça a créé, ça a eu des conséquences chez l'enfant, chez l'enfant qui est devenu adulte. Mais en réalité, il y a des choses qui sont moins manifestement nocives. Elles sont moins franchement nocives. On voit pas ça directement que c'est nocif, des choses que les parents vont faire, mais qui ont néanmoins des effets nocifs sur le développement psycho-affectif de l'enfant. C'est-à-dire que je considère que l'approche de la thérapie des schémas est plus englobante et elle va mettre l'accent, comme je vous dis, sur la satisfaction correcte ou non des besoins. Et d'ailleurs, quand on verra les besoins et les schémas associés, il faut savoir qu'il y en a 18 schémas, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. Mais je vais vous donner une introduction d'exemple pour que vous puissiez commencer à vous saisir de toutes ces idées-là. Alors, certains schémas vont se créer par la non-satisfaction répétée et cumulative d'un besoin ou de plusieurs besoins. Gardez en tête ce côté répété, cumulatif, c'est-à-dire que c'est pas une fois comme ça, le parent n'était pas disponible, il n'a pas pu. C'est devenu un climat comme ça. Et donc, le parent va pas pouvoir être en mesure de satisfaire correctement, pas assez en tout cas, le besoin ne sera pas assez satisfait. On prend l'exemple du besoin de sécurité, de stabilité. Donc, si un parent n'a pas suffisamment répondu à ce besoin-là,
ça va laisser des traces évidentes chez l'enfant. On pourra même parler sans difficulté de blessures et on comprendra directement l'effet nocif que ça peut occasionner chez l'enfant et notamment dans son développement. En revanche, un parent qui ne satisfait pas suffisamment le besoin de limites et de cadre de son enfant, c'est-à-dire un parent qui va pas beaucoup frustrer son enfant, qui va lui donner tout ce qu'il veut, d'emblée, on va pas dire que c'est une blessure. D'emblée comme ça, même si, bon, en étant professionnel, quand on creuse, on trouve ces fameuses blessures. Hein. On trouve là où ça a laissé des marques, ou voilà. Mais d'emblée, comme ça, quand on parle, on va pas voir la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ce sera pas vu comme on l'entend, en tout cas, généralement. Mais pourtant, le fait de ne pas beaucoup frustrer son enfant, de lui donner tout ce qu'il veut et donc de ne pas suffisamment répondre à son besoin de cadre et de limite, ça va laisser des traces qui auront un effet nocif sur son développement. D'ailleurs, pour exemple, quand on grandit sans limite, on ne se sentira pas forcément trahi, abandonné, rejeté, humilié, ou on n'aura pas forcément un sentiment d'injustice dans l'enfance, mais en grandissant, on va devenir quelqu'un qui pense que tout lui est dû. Et d'ailleurs, ça, c'est un schéma. Le schéma, tout m'est dû. Et ça, c'est nocif, on le reconnaît. Donc, c'est pour ça que je préfère cette approche-là. Je ne dénigre pas l'autre approche, mais je trouve que celle-là, elle est beaucoup plus complète. Une autre chose qui participe à la construction des schémas, à la formation des schémas, c'est notre tempérament. Ça joue un rôle. Selon notre tempérament, on peut ou pas développer un schéma parce que le tempérament, c'est le côté inné de notre personne et l'environnement, ce sera le côté acquis de notre personne. Et les deux se croisent, en fait, dans le développement. L'environnement a un impact sur le côté inné, et le côté inné aussi qui on est a un impact sur l'environnement dans lequel on évolue. Mais je vous avoue que ce fameux débat inné-acquis, il dure depuis plusieurs décennies. Je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver à quel moment l'inné s'arrête et à quel moment l'acquis commence. On n'arrive pas toujours à faire cette distinction-là, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir en tête le côté inné et le côté acquis. Alors, il y a aussi plusieurs théories autour du tempérament. Comme je vous dis, ça pose tellement de questions qu'il y a différentes descriptions des tempéraments. Là, je vais vous parler de la conception de Jeffrey Young et de tous les chercheurs concernant le tempérament émotionnel. Donc, c'est sa conception, mais ça ne remet pas en jeu, ça ne remet pas en question l'idée que notre tempérament a une influence sur le développement des schémas. Gardez ça en tête. Mais il donne des exemples un peu de tempérament. Alors, il les met on va dire en deux pôles. Je m'explique. Par exemple, il dit qu'on peut avoir un tempérament soit émotif, c'est-à-dire qu'on ressent fortement les émotions, ou plutôt réactif, c'est-à-dire qu'on ressent peu ou pas les réactions. Dans notre tempérament, on peut être plus dysthymique, c'est-à-dire plus avoir tendance à avoir des humeurs tristes, ou avoir un tempérament plutôt optimiste. On voit plutôt les choses positivement. On peut avoir un tempérament plutôt anxieux, donc on est plutôt inquiet face à la vie, ou encore un tempérament plutôt calme. Donc ce sont des gens plus sereins, sans trop d'agitation. Ou on peut avoir un tempérament, une part de notre tempérament, je devrais dire, obsessionnel ou distractif. Donc obsessionnel, c'est quand on est très préoccupé sur quelque chose, on peut être même rigide sur la chose et ne pas se laisser distraire. Et puis on peut être plutôt distractif, où on se laisse facilement déconcentrer. Un autre côté du tempérament, ça peut être le côté soit passif ou le côté agressif. Le côté passif, c'est qu'on laisse facilement les choses, on ne réagit pas, on subit. Et puis,
on peut être agressif, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'attaque, on va s'imposer avec hostilité. Aussi, on peut être soit irritable, donc on va se fâcher facilement, ou plutôt jovial. On est plutôt quelqu'un de joyeux, plutôt de bonne humeur naturellement. Encore, on peut être plutôt timide, c'est-à-dire qu'on est plutôt mal à l'aise en société, ou de notre côté, on peut avoir un tempérament plus sociable, c'est-à-dire qu'on est plus à l'aise avec les autres, qu'on aime interagir. En fait, je vous ai donné plusieurs points avec deux pôles. C'est un continuum, comme on dit. Donc, on peut être entre les deux aussi, mais c'est vraiment le côté de notre tempérament qui peut être construit de ces différents points. Et puis, on sera plus ou moins d'un côté ou d'un autre. Et donc, notre tempérament, c'est un facteur de risque ou un facteur protecteur, c'est-à-dire que ça peut participer ou non à la formation du schéma. C'est-à-dire, par exemple, un enfant passif peut être plus facilement victime d'abus et de violences à répétition. Parce que il subit plus facilement. Là où un enfant actif ne va pas se laisser faire. Vous voyez la différence? Donc, selon notre tempérament, ça nous expose à un même environnement. Deux enfants avec deux tempéraments différents vont réagir différemment et peuvent ne pas développer les mêmes schémas. Autre chose concernant le tempérament, c'est que ça va nous rendre sensibles différemment à une même situation. On prend souvent le cas de jumeaux pour pouvoir faire des études. On imagine qu'il y a un jumeau timide et l'autre qui est plutôt sociable. Dans un environnement où il n'y aura pas beaucoup d'affection, le sociable, comme il est capable de s'ouvrir vers d'autres figures d'attachement, il va pouvoir peut-être avancer et rebondir. Là où un enfant moins sociable, plus timide, n'y arrivera pas et l'environnement dans lequel il évolue va faire qu'il pourrait développer un schéma que l'autre n'aurait pas développé. Aussi, il faut aussi savoir que l'environnement parfois va prendre le dessus sur un tempérament. Par exemple, un environnement qui est favorable, un bon environnement peut faire un enfant qui est dans son tempérament timide, peut l'aider à devenir plus sociable. Et à l'inverse, un environnement qui est plus aversif, plus nocif, un enfant qui était pourtant sociable peut commencer à s'isoler. Voilà, donc gardez en tête cette idée de l'inné et de l'acquis, de l'environnement et du tempérament, et qui vont se croiser et qui vont influencer la formation de nos schémas précoces inadaptés. Je vous donne des exemples de schémas. Là, j'essaie d'être encore plus précise pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, j'ai la pensée profonde que je ne peux pas faire confiance aux autres et qu'ils m'abandonneront toujours. Cela est lié à certains souvenirs. Et ce sont notamment les souvenirs qui concernent le fait que ma mère, elle a quitté le foyer quand j'étais petit ou petite sans avertir, sans donner de nouvelles et n'est jamais revenue réellement. À cette situation-là, ce sont forcément accolées des émotions de peur, de tristesse. Et dans le corps aussi, ça a laissé des traces. Ça peut être le cœur qui se serre. Ça concerne le schéma abandon. Vous verrez lors de notre prochain podcast, on parlera de ces schémas-là. C'est le schéma abandon qui peut nous conduire à penser ça et qui est finalement lié à notre vécu d'abandon. Partons d'une situation qui me rappelle inconsciemment l'abandon de ma maman. Le déclencheur, ce sera, par exemple, que mon fiancé ne répond pas à mes messages sur WhatsApp depuis 15 minutes alors que je vois qu'il est en ligne. Cette situation qui est déclencheuse va activer mon schéma. Je vais revivre les mêmes pensées, c'est-à-dire que on m'abandonne, je ne peux pas faire confiance aux autres. Ça va déclencher les mêmes émotions de peur, d'angoisse
et même la sensation corporelle de cœur qui se serre. Et donc, ça va induire différents types de comportements, parce qu'en général, ça s'arrête pas à ça. Il y a des comportements qui suivent, et ce sont ce qu'on appelle dans la théorie des stratégies d'adaptation dysfonctionnelles. Vous pouvez dire des comportements dysfonctionnels qui sont liés à nos schémas. En fait, ces stratégies d'adaptation dysfonctionnelles, ces comportements-là, se sont développés pendant notre enfance afin de nous aider à nous adapter, afin de nous aider à nous construire et à survivre dans des environnements dysfonctionnels. Mais normalement, c'était supposé être utile seulement durant notre enfance pour nous aider à surmonter notre souffrance, nos difficultés, sauf qu'elles s'automatisent et restent jusqu'à notre vie d'adulte. Et c'est pour ça que ça devient dysfonctionnel et donc inadapté. Parce que c'était pour un moment, c'était pas pour toutes les fois où quelque chose va me faire y penser. Sauf que le cerveau, il fait pas la distinction. Ça va nous amener à réagir de manière automatique avec un fonctionnement coincé dans le passé, mais qui se manifeste dans le présent comme si la même menace, la même chose qu'on avait vécue enfant se reproduisait là dans l'instant présent. Et donc, en général, ça va confirmer ce qu'on pense déjà initialement. Par exemple, pour revenir à notre exemple là de la fille qui ne répond, son fiancé ne répond pas à ses messages, eh bien voilà, c'est bien ce que je m'étais dit. Tout le monde va m'abandonner. Je ne peux pas faire confiance. Et il faut savoir que nous avons 3 types de comportements inadaptés qu'on va employer. On peut être dans la soumission, c'est-à-dire que je vais me laisser guider par les croyances véhiculées par mon schéma et je vais agir de manière à les confirmer. En fait, cette stratégie, ce comportement-là, soumet la personne à son schéma. Elle la place dans la passivité, dans l'impuissance et la soumission. C'est comme si quand la personne emploie cette stratégie, elle va accepter de rester dans la même situation qui la fait souffrir. Pour prendre notre exemple, la fille dont le fiancé ne répond pas au message alors qu'il est en ligne sur WhatsApp, si elle a un comportement de soumission, elle va se dire, la preuve, il ne peut même pas être présent pour moi. Et elle sera vraiment dans ce sentiment d'abandon, à rester regarder sur WhatsApp plusieurs fois, voir qu'effectivement, le gars est en ligne, le gars ne répond pas, et se laisser envahir par toutes ces émotions. Mais elle pourrait être dans l'évitement. L'évitement, c'est quoi? C'est éviter de vivre, de ressentir, de se conformer aux sentiments, aux émotions pénibles qui sont liées au schéma. C'est-à-dire que la personne va se mettre sur la défensive. Ce qui va lui permettre d'organiser sa vie pour éviter que son schéma se réactive, c'est-à-dire que tout le monde va m'abandonner. Pour l'exemple de notre fille là, c'est comme si on veut pas accepter que le schéma existe. Et donc, quand on utilise ce comportement, on essaie de vivre comme si ça n'existait pas, ce schéma. Je n'ai pas ce schéma-là, ça n'existe pas. Et on va éviter d'y penser, de le ressentir, on va mettre les choses à distance, on va essayer de se distraire pour ne pas être confronté. Et ça, c'est quand on a ce type de comportement, de cette stratégie-là, c'est difficile de se rendre compte qu'on a un schéma précoce inadapté. Je prends l'exemple de la fille. Là, quand elle va voir que le garçon il répond pas, ce qu'elle va faire, elle va prendre son WhatsApp, elle va désactiver le fait qu'on voit l'apparition en ligne des gens. Comme ça, elle voit pas ça, elle fait sa vie, elle continue, l'air de rien, sauf qu'au fond, elle ressent ce sentiment d'abandon. C'est juste qu'elle essaie de ne pas le montrer. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui empêche de voir son apparition en ligne est comme cette fille-là. Chaque situation est singulière, ok? Troisième type de comportement que l'on peut avoir quand on a un schéma, c'est la contre-attaque. Là,
On va avoir plutôt tendance à lutter contre le schéma en essayant d'inverser la tendance. Donc, on va combattre le schéma, on va adopter des pensées, des émotions, des comportements qui vont à l'encontre du schéma. C'est pour s'en sortir. Là aussi, quand on a ce style de stratégie-là, de comportement, on a souvent du mal à s'avouer, à reconnaître que derrière ça, on a une croyance profonde, on a un schéma précoce inadapté. Quand on fonctionne comme ça, on est persuadé que c'est la bonne solution. Cependant, cette tendance excessive à contre-attaquer peut entraîner des attitudes, des agissements très rigides, des agissements extrêmes qui vont tendre d'une manière ou d'une autre à confirmer le schéma. Parce qu'il sera là quelque part, même si on n'y accède pas directement, c'est lui qui est en train de dicter le comportement. C'est lui qui crée quand même le mal-être qu'il y aura au fond de nous. Revenez à l'autre exemple. Cette femme, cette personne pourrait, pour contre-attaquer, soit elle pourrait le bloquer, et se dire, bon ben moi, tu me réponds pas, je te bloque. Je te bloque, comme ça, tu vas voir ce que ça fait de ne pas répondre. Ou elle pourrait par exemple aussi, ben, quand la personne va répondre à son message, ben, attendre la fin de la journée, attendre le lendemain, ou voire plus, pour répondre et ne pas se sentir dépendante des comportements et des façons de faire de cette personne. Mais c'est vraiment si c'est récurrent, c'est toujours un fonctionnement, là on voit vraiment qu'il y a un schéma derrière et donc des comportements dysfonctionnels qui y sont accolés. Alors, en gros, je répète, parce que des fois, c'est pas toujours clair. Moi, je me comprends parce que je maîtrise, c'est quelque chose que je maîtrise maintenant, mais peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, je reprends. Quand on a des schémas, ils vont nous conduire à certains comportements. Des comportements soit de soumission, des comportements ou encore des comportements d'évitement ou encore des comportements de contre-attaque. Je reprends l'exemple de cette personne donc qui a été abandonnée par sa maman quand elle était petite. Donc par rapport à cela, il y a tout un tas de pensées comme on va toujours m'abandonner, je ne peux pas faire confiance aux autres qui se sont ancrées en elle, ce qui fait qu'elle a développé certaines émotions qui sont liées à ces idées-là, et aussi des sensations corporelles qui sont liées. Et donc cette personne, quand elle vivra des déclencheurs, des situations déclencheuses de son schéma, elle va adopter certains comportements de soumission, d'évitement ou encore de contre-attaque. C'est-à-dire que les déclencheurs vont faire au cerveau un lien direct avec ce qui s'est passé dans le passé, donc va faire un lien direct avec les souvenirs, sauf qu'on n'est pas toujours conscient de ce lien direct avec les souvenirs. Et c'est ça aussi le but de se faire accompagner, de faire la thérapie, parce que on prend le temps de faire le lien et de comprendre pourquoi dans certaines situations je réagis comme ça. Des fois, on ne sait pas. Mais en faisant un accompagnement, en faisant un travail sur soi, on arrive à mieux comprendre d'où ça vient. Et on en reparle très bientôt lors de prochains épisodes. Alors, suivront 5 podcasts dans la série dans lesquels on abordera dans chaque podcast un besoin psycho-affectif et nous verrons chaque schéma qui peut apparaître si ces besoins-là ne sont pas correctement satisfaits. Voilà, eh bien je vous dis à très très vite et continuez à faire ce travail sur vous. Il est essentiel pour mieux vous comprendre, mieux relationner avec vous-même, avec les autres et aussi avec Dieu. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains d'Atsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.